Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, bonsoir à toutes et à tous. Salut la rediff, et ciao Loki, que du love. J'espère que vous êtes au fond de votre lit ou posé quelque part sur un canapé et que vous prenez tout ce qui pourra vous détendre, tel des doudous, puisque vous allez avoir peur votre race. Peut-être pas, mais vous allez faire de beaux rêves, je n'en doute pas. Braves gens, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée horrifique histoires. Et ce soir, pour la première soirée parmi un ensemble de soirées, nous allons démarrer un nouveau classique d'Howard Phillips Lovecraft, Les Montagnes hallucinées, une œuvre écrite en 1931 et publiée en 1936. Braves gens, bonne écoute. Je suis obligé d'intervenir parce que les hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique, vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels, tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Les photographies que j'ai conservées jusqu'ici, à la fois banales et irréelles, témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et frappantes. On doutera néanmoins à cause des dimensions anormales qu'on peut attribuer à un trucage habile. Quant au dessin à la plume, on en rira, bien entendu, comme d'évidentes impostures. Cependant, les experts en art devraient remarquer une bizarrerie de technique et chercher à la comprendre. Finalement, il me faut compter sur le jugement et l'influence de quelques sommités du monde scientifique qui aient d'une part assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes informations à leur propre valeur, effroyablement convaincante, ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et déroutants au plus haut point, et d'autre part,
un prestige suffisant pour dissuader le monde de l'exploration dans son ensemble de tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes du délire. Il est regrettable que des gens relativement obscurs comme moi et mes collaborateurs, liés seulement à une petite université, aient si peu de chances de faire impression là où se posent des problèmes par trop étranges ou vivement controversés. Ce qui joue par ailleurs contre nous, c'est que nous ne sommes pas, à proprement parler, spécialistes des domaines principalement concernés. Comme géologue, mon but en dirigeant l'expédition de l'université de Miskatonic était uniquement de me procurer, à grande profondeur, des spécimens de roches et de sols des différentes régions du continent antarctique, grâce aux remarquables forêts conçues par le professeur Frank H. Pabodie de notre département de technologie. Je n'avais aucun désir d'innover dans quelque autre domaine, mais j'espérais que l'emploi de ce dispositif mécanique en différents points déjà explorés conduirait à découvrir des substances d'une espèce jusqu'ici demeurée hors d'atteinte par les procédés ordinaires de collecte. Le système de forage de Pabodie, ainsi que nos rapports l'ont déjà appris au public, était absolument exceptionnel. Léger, facile à porter, il combinait le principe du forêt artésien courant et celui de la petite foreuse circulaire de roche, de manière à venir à bout rapidement des strates de dureté variable. Tête d'acier, bras articulés, moteur à essence, derrick en bois pliant, mécanisme de dynamitage, sonde pour le déblai des déchets et tuyauterie par élément pour forage de 5 pouces de large et jusqu'à 1000 pieds de profondeur. Il ne pesait pas plus tout monté, avec les accessoires nécessaires, que ne pouvait porter 3 traîneaux à 7 chiens. Cela grâce à l'alliage d'aluminium dont étaient faites la plupart des pièces métalliques. 4 gros avions Dornier, spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'impose sur le plateau antarctique, et avec des appareils supplémentaires pour le réchauffement du carburant et le démarrage rapide, mis au point par Pabodie, pouvait transporter toute notre expédition depuis une base au bord de la grande barrière de glace jusqu'en divers points choisis à l'intérieur des terres. Et de là, nous disposerions d'un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir un territoire aussi étendu que le permettait une saison antarctique, ou au-delà, si c'était absolument nécessaire, en opérant essentiellement dans les chaînes de montagnes et sur le plateau au sud de la mer de Ross, région plus ou moins explorée par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd. Avec de fréquents changements de camp, assurés par avion et couvrant des distances assez importantes pour présenter un intérêt géologique, nous comptions mettre au jour une masse de matière tout à fait sans précédent, spécialement dans les strates précambriennes, dont un champ si étroit de spécimens antarctiques avait jusqu'alors été recueilli. Nous souhaitions aussi nous procurer la plus large variété possible des roches fossilifères supérieures, car l'histoire de la vie primitive de ce royaume de glace et de mort est la plus importante pour la connaissance du passé de la Terre. Ce continent antarctique avait été tempéré et même tropical, avec une végétation luxuriante et une vie animale
dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les manchots de la côte nord sont, comme chacun sait, les seuls survivants, et nous espérions élargir cette information en diversité, précision et détails. Si un simple forage révélait des traces fossilifères, nous élargirions l'ouverture à l'explosif afin de recueillir des spécimens de taille suffisante et en bon état. Nos forages, de profondeurs diverses selon les perspectives offertes par le sol ou la roche superficielle, devraient se limiter, ou presque, aux surfaces découvertes, qui étaient fatalement des pentes ou des arêtes, les basses terres étant recouvertes d'un mille ou deux de glace. Nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller les forages en profondeur sur une masse considérable de glace pure, bien que Pabodie ait élaboré un plan pour enfouir par sondage groupé des électrodes de cuivre et fondre ainsi des zones limitées avec le courant d'une dynamo à essence. Tel est le projet que nous ne pouvions mettre à exécution, sinon à titre expérimental, dans une entreprise comme la nôtre. Le projet que la future expédition Starkweather-Moore propose de poursuivre, malgré les avertissements que j'ai diffusés depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a pu suivre l'expédition miskatonique grâce à nos fréquents communiqués par radio à l'Arkham Advertiser et à l'Associated Press, ainsi qu'aux récents articles de Pabodie et aux miens. Nous étions 4 de l'université. Pabodie, Lake, du département de biologie, Atwood, pour la physique, également météorologiste, et moi, qui représentais la géologie et assurais le commandement nominal, avec, en plus, 16 assistants, 7 étudiants diplômés de miskatonique et 9 habiles mécaniciens. De ces 16 hommes, 12 étaient des pilotes qualifiés, tous, sauf 2 opérateurs radio compétents. 8 d'entre eux connaissaient la navigation au compas et au sextant, comme aussi Pabodie, Atwood et moi. En outre, bien sûr, nos 2 bateaux, d'anciens baleiniers de bois renforcés pour affronter les glaces et munis de vapeurs auxiliaires, étaient entièrement équipés. La fondation Nathaniel Derby Pickman, assistée de quelques contributions particulières, finança l'expédition. Nos préparatifs purent être ainsi extrêmement minutieux, malgré l'absence d'une large publicité. Chiens, traîneaux, machines, matériel de campement et pièces détachées de nos 5 avions furent livrés à Boston, où l'on chargea nos bateaux. Nous étions admirablement outillés pour nos objectifs spécifiques, et dans toutes les matières relatives à l'approvisionnement, au régime, au transport et à la construction du camp, nous avions profité de l'excellent exemple de nos récents prédécesseurs, exceptionnellement brillants. Le nombre et la renommée de ces devanciers firent que notre expédition, si importante qu'elle fût, eut peu d'écho dans le grand public. Comme l'annonça la presse, nous embarquâmes au port de Boston le 2 septembre 1930, faisant route, sans nous presser, le long de la côte et par le canal de Panama. Nous nous arrêtâmes à Samoa, puis à Hobart, en Tasmanie, pour y charger nos derniers approvisionnements. Personne dans notre équipe d'exploration n'étant encore allé jusqu'aux régions polaires,
nous comptions beaucoup sur nos capitaines. J.B. Douglas, commandant le brick Arkham, et assurant la direction du personnel marin, et George Thorfinsen, commandant le 3-mâts Miskatonic. Tous deux, vétérans de la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Tandis que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil descendait de plus en plus bas vers le nord et restait chaque jour de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. Vers le 62e degré de latitude sud, nous vîmes nos premiers icebergs, en forme de plateau aux parois verticales. Et juste avant d'atteindre le cercle polaire antarctique, que nous franchîmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies traditionnelles, nous fûmes considérablement gênés par la banquise. J'avais beaucoup souffert de la baisse de la température après notre long passage des tropiques, mais j'essayais de m'endurcir pour les pires rigueurs à venir. À plusieurs reprises, d'étranges phénomènes atmosphériques m'enchantèrent, notamment un mirage d'un éclat saisissant, le premier que j'ai jamais vu, où les lointains icebergs devenaient les remparts de fantastiques châteaux. Nous frayant un chemin à travers les glaces, qui n'étaient heureusement ni trop étendues, ni trop denses. Nous retrouvâmes la mer libre par 67 degrés de latitude sud et 175 degrés de longitude est. Le matin du 26 octobre, un net aperçu de la Terre surgit au sud, et avant midi, nous éprouvâmes tous un frisson d'excitation au spectacle d'une chaîne montagneuse vaste, haute et enneigée, qui se déployait à perte de vue. Nous avions enfin rencontré un avant-poste du grand continent inconnu et son monde occulte de morts glacées. Ces sommets étaient évidemment la chaîne de l'Amirauté, découverte par Ross, et il nous faudrait maintenant contourner le cap Hadar et suivre la côte est de la terre de Victoria jusqu'à notre base, prévue sur le rivage du détroit de McMurdo, au pied du volcan Erebus, par 77 degrés et 9 minutes de latitude sud. La dernière partie du voyage fut colorée et stimulante pour l'imagination. Les hauts pics stériles du mystère se profilant constamment sur l'ouest, alors que les rayons obliques du soleil septentrional de midi, ou ceux plus bas encore sur l'horizon du soleil austral de minuit, répandaient leur brume rougeoyante sur la neige blanche, la glace, les ruissellements bleuâtres et les taches noires des flancs granitiques mis à nu. Entre les cimes désolées soufflaient par intermittence les bourrasques furieuses du terrible vent antarctique, dont les modulations évoquaient vaguement parfois le son musical d'une flûte sauvage, à peine sensible, avec des notes d'une tessiture très étendue, et qui, par on ne sait quel rapprochement mnémonique inconscient, me semblait inquiétante et même effroyable, obscurément. Quelque chose dans ce décor me rappela les étranges et troublantes peintures asiatiques de Nicolas Roerich et les descriptions plus étranges encore et plus inquiétantes du légendaire plateau maléfique de Leng qui apparaît dans le redoutable Necronomicon d'Abdul al-Azred, l'arabe fou. Je regrettais assez par la suite de m'être un jour penché sur ce livre abominable à la bibliothèque du collège.
Le 7 novembre, ayant momentanément perdu de vue la chaîne de l'Ouest, nous passâmes au large de l'île Franklin. Et le lendemain, nous aperçûmes les cônes des monts Erebus et Terror sur l'île d'Oros, avec, au-delà, la longue chaîne des montagnes de Paris. De là, s'étendait vers l'est la ligne blanche, basse, de la grande barrière de glace, s'élevant perpendiculairement sur une hauteur de 200 pieds, comme les falaises rocheuses de Québec, et marquant la limite de la navigation vers le sud. Dans l'après-midi, nous pénétrâmes dans le détroit de McMurdo, filant au large de la côte, sous le mont Erebus fumant. Le pic de Scories se dressait à 12 700 pieds sur le ciel oriental, comme une estampe japonaise du mont sacré Fujiyama, tandis que plus loin s'élevait le sommet blanc et spectral du mont Terror, volcan de 10 900 pieds, aujourd'hui éteint. Des bouffées de fumée s'échappaient parfois de l'Erebus, et l'un des insistants diplômés, un brillant jeune homme nommé Danforth, désigna sur la pente neigeuse ce qui semblait de la lave, faisant remarquer que cette montagne, découverte en 1840, avait certainement inspiré l'image de Poe quand il écrivit 7 ans plus tard « Les laves qui sans cesse dévalent leurs flots sulfureux du haut de Yanek dans les contrées lointaines du pôle, qui grondent en roulant au bas du mont Yanek, au royaume du pôle boréal. » Danforth était grand lecteur de documents bizarres et avait beaucoup parlé de Poe. Je m'intéressais moi-même, à cause du décor antarctique, au seul long récit de Poe, l'inquiétant et énigmatique Arthur Gordon Pym. Sur le rivage nu et sur la haute barrière de glace à l'arrière-plan, des foules de manchots grotesques piaillaient en agitant leurs ailerons, alors qu'on voyait sur l'eau quantité de phoques gras, nageant ou vautrés sur de grands blocs de glace qui dérivaient lentement. Utilisant de petites embarcations, nous effectuâmes un débarquement difficile sur l'île d'Oros, peu après minuit, le matin du 9, tirant un câble de chacun des bateaux pour préparer le déchargement du matériel au moyen d'une bouée culotte. Nos impressions en foulant pour la première fois le sol de l'Antarctique furent intenses et partagées, bien que, en ce même lieu, les expéditions de Scott et de Shackleton nous eussent précédés. Notre camp, sur le rivage glacé, sous les pentes du volcan, n'était que provisoire, le quartier général restant à bord de l'Arkham. Nous débarquâmes tout notre matériel de forage, chiens, traîneaux, tentes, provisions, réservoirs d'essence, dispositif expérimental pour fondre la glace, appareils photo et de prise de vue aérienne, pièces détachées d'avions et autres accessoires, notamment 3 petites radios portatives, en plus de celles des avions, qui pourraient assurer la communication avec la grande installation de l'Arkham à partir de n'importe quel point de l'Antarctique où nous aurions à nous rendre. Le poste du bateau, en liaison avec le monde extérieur, devait transmettre les communiqués de presse à la puissante station de l'Arkham Advertiser à Kingsport Head, Massachusetts. Nous espérions terminer notre travail en un seul été antarctique, mais si cela s'avérait impossible, nous hivernerions sur l'Arkham en envoyant au nord le Miskatonic avant le blocage des glaces pour assurer d'autres approvisionnements.
Je n'ai pas besoin de répéter ce que les journaux ont déjà publié de nos premiers travaux. Notre ascension du mont Erebus, les forages à la mine réussis en divers points de l'île de Ross, et l'étonnante rapidité avec laquelle le dispositif de Pabodie les avait menés à bien, même dans des couches de roches dures. Ou encore notre premier essai du petit outillage pour fondre la glace, la périlleuse progression dans la grande barrière avec traîneaux et matériel. Enfin, le montage des 5 gros avions à notre campement du sommet de la barrière. La santé de notre équipe terrestre, 20 hommes et 55 chiens de traîneau de l'Alaska, était remarquable, encore que bien sûr, nous n'ayons pas affronté jusque-là de températures ou de tempêtes vraiment meurtrières. La plupart du temps, le thermomètre variait entre 0 et 20 ou 25 degrés au-dessus, et notre expérience des hivers de la Nouvelle-Angleterre nous avait habitués à de telles rigueurs. Le camp de la barrière était semi-permanent et destiné à entreposer à l'abri essence, provisions, dynamite et autres réserves. Nous n'avions besoin que de 4 avions pour transporter le matériel d'exploration proprement dit, le 5e demeurant à l'entrepôt caché, avec un pilote et 2 hommes des bateaux prêts à nous rejoindre éventuellement à partir de l'Arkham au cas où tous les autres appareils seraient perdus. Plus tard, quand ceux-ci ne serviraient pas au transport des instruments, nous en utiliserions 1 ou 2 pour une navette entre cette cache et une autre base permanente sur le grand plateau, 6 à 700 miles plus au sud, au-delà du glacier de Birdmore. Malgré les récits unanimes de vents et d'orages effroyables qui s'abattaient du haut du plateau, nous décidâmes de nous passer de bases intermédiaires, prenant ce risque par souci d'économie et d'efficacité. Les comptes rendus par radio ont rapporté le vol stupéfiant de notre escadrille, 4 heures d'affilée, le 21 novembre, au-dessus du haut plateau de glace, avec les sommets immenses qui se dressaient à l'ouest et le silence insondable où se répercutait le bruit de nos moteurs. Le vent ne nous gêna pas trop, et notre radio-compas nous aida à traverser le seul brouillard épais que nous rencontrâmes. Quand la masse colossale surgit devant nous, entre le 83e et le 84e degré de latitude, nous comprîmes que nous avions atteint le Birdmore, le plus grand glacier de vallée du monde, et que la mer glacée cédait alors la place à un littoral montagneux et sévère. Nous étions vraiment cette fois dans l'ultime sud, ce monde blanc depuis une éternité. Et au moment même où nous prenions conscience, nous vîmes au loin à l'orient la cime du mont Nansen, déployant toute sa hauteur de presque 15 000 pieds. L'heureuse installation de la base méridionale au-dessus du glacier, par 86 degrés 7 minutes de latitude et 174 degrés 23 minutes de longitude est, les forages et minages étonnamment rapides et fructueux effectués en divers points lors d'expéditions en traîneau et de vols de courte durée sont du domaine de l'histoire. Comme l'aile à difficile
et triomphale ascension du mont Nansen du 13 au 15 décembre par Pabodie et 2 des étudiants diplômés, Jedney et Carole. Nous étions à quelques 8500 pieds au-dessus du niveau de la mer, et quand les forages expérimentaux révélèrent ici et là le sol à 12 pieds seulement sous la neige et la glace, nous fîmes grand usage du petit dispositif de fusion pour sonder et dynamiter dans beaucoup de sites où aucun explorateur avant n'avait jamais pensé recueillir des spécimens minéraux. Les granites précambriens et les grès ainsi obtenus confirmèrent notre conviction que ce plateau était de même nature que la majeure partie du continent occidental, mais quelque peu différent des régions de l'Est au-dessus de l'Amérique du Sud, dont nous pensions alors qu'elle formait un continent distinct et plus petit, séparé du grand par un confluent glacé des mers de Ross et de Weddell, bien que Bird ait depuis réfuté cette hypothèse. Dans certains de ces grès, dynamités et détachés au ciseau après que le sondage en eut révélé la nature, nous trouviâmes quelques traces et fragments fossiles d'un grand intérêt, notamment des fougères, algues, trilobites, crinoïdes et mollusques tels que Lingula et gastéropodes. Tous bien spécifiques de l'histoire primordiale de la région. Il y avait aussi une curieuse marque triangulaire, striée, d'environ 1 pied de diamètre, que Lake reconstitua à partir de 3 fragments d'ardoise provenant d'un trou profond d'explosifs. Ces fragments, découverts à l'ouest, près de la chaîne de la reine Alexandra, intéressèrent particulièrement Lake, qui, en tant que biologiste, jugeait leur marque mystérieuse et excitante. Bien qu'à mes yeux de géologue, elle ne paraissait guère différente des effets de rides assez courants dans les roches sédimentaires. L'ardoise n'étant qu'une formation métamorphique où une couche sédimentaire se trouve pressée et la pression elle-même produisant sur toute trace de curieux effets de distorsion, je ne voyais aucune raison de s'étonner à ce point pour une dépression striée. Le 6 janvier 1931, Lake, Pabodie, Daniels, les 10 étudiants, 4 mécaniciens et moi survolâmes directement le pôle sud dans 2 des gros appareils, obligés d'atterrir une fois par un vent brusque et violent qui heureusement ne tourna pas à la vraie tempête. C'était là, comme l'ont rapporté les journaux, l'un de nos premiers vols d'observation. Nous tentâmes au cours des autres de relever de nouvelles caractéristiques topographiques dans des zones qui avaient échappé aux précédents explorateurs. Nos vols du début furent décevants à cet égard, bien qu'ils nous aient offert de superbes exemples des mirages si fantastiques et trompeurs des régions polaires, dont notre voyage par mer nous avait donné quelque aperçu. Les montagnes lointaines flottaient dans le ciel comme des villes ensorcelées,
et tout ce monde blanc se dissolvait en l'or, l'argent et l'écarlate d'un pays de rêve dunsanien, prometteur d'aventure, sous la magie des rayons obliques du soleil de minuit. La navigation était très difficile par temps nuageux. Le ciel et la terre enneigée ayant tendance à se fondre dans la fascination d'un vide opalescent, où aucun horizon visible ne marquait leurs limites. Nous décidâmes enfin de réaliser notre premier projet d'aller 500 miles vers l'est avec les 4 avions de reconnaissance pour établir une nouvelle base annexe qui se situerait probablement sur la zone continentale la plus petite, comme nous le croyons à tort. Les spécimens géologiques collectés là-bas permettraient d'intéressantes comparaisons. Notre santé jusqu'à présent restait excellente, le jus de citron vert compensant efficacement le régime constant de conserve et de salaison, et les températures généralement modérées nous évitant les lourdes fourrures. C'était le milieu de l'été, et à force de soins et de diligence, nous pourrions terminer le travail d'ici mars, échappant à un fastidieux hivernage pendant la longue nuit antarctique. Plusieurs terribles ouragans s'étaient déchaînés sur nous, venant de l'ouest, mais les dégâts nous avaient été épargnés grâce à l'ingéniosité d'Atwood, qui avait conçu des abris rudimentaires pour les avions, des coupe-vents faits de lourds blocs de neige et étayés de même les principales constructions du camp. Notre chance et notre efficacité avaient quelque chose de surnaturel. Le monde extérieur était au courant, bien entendu, de notre programme. Il avait appris aussi l'étrange obstination de Lake qui réclamait un tour de prospection vers l'ouest, ou plutôt le nord-ouest, avant notre transfert à la nouvelle base. Il semblait avoir beaucoup réfléchi, et avec une audace tranchante des plus alarmantes, sur la marque triangulaire de l'ardoise, y déchiffrant certaines contradictions entre sa nature et son âge géologique, qui excitait à l'extrême sa curiosité et le désir passionné de pousser plus loin forage et minage dans la formation occidentale, à laquelle appartenaient évidemment les fragments mis au jour. Il était bizarrement convaincu que cette marque était l'empreinte de quelque organisme volumineux, inconnu et absolument inclassable, hautement évolué, bien que la roche qui la portait fût d'une époque tellement ancienne, cambrienne, sinon même précambrienne. Une époque qu'elle excluait l'existence de toute vie, non seulement très évoluée, mais simplement au-delà du stade des unicellulaires ou au plus des trilobites. Ces fragments, ainsi que leurs marques singulières, dataient de 500 millions à 1 milliard d'années. L'imagination populaire réagit positivement, je pense,
à nous communiquer par radio sur le départ de Lake vers des régions que l'homme n'avait jamais foulées ni découvertes dans ses rêves. Encore que nous n'ayons rien dit de ses espoirs fous de révolutionner les sciences en biologie et en géologie. Sa première expédition de sondage en traîneau, du 11 au 18 janvier, avec Pabodie et 5 autres, gâtés par la perte de 2 chiens dans un accident au passage d'une des grandes arêtes de glace, avait exhumé plus encore d'ardoises archéennes. Et je fus frappé de l'étonnante profusion de marques fossiles évidentes dans cette strate incroyablement ancienne. Elle venait de formes de vie très primitives, qui n'impliquaient d'autres paradoxes que la présence impossible d'aucune forme de vie dans une roche aussi indiscutablement précambrienne. Aussi, ne voyais-je toujours pas de raison à la requête de Lake de suspendre notre programme de gain de temps. Pause qui exigeait les 4 avions, beaucoup d'hommes et tout l'équipement mécanique de l'expédition. Finalement, je ne m'opposais pas au projet, mais je décidai de ne pas accompagner la mission du Nord-Ouest, bien que Lake sollicitât mes compétences géologiques. Pendant leur absence, je resterai à la base avec Pabodie et 5 hommes pour mettre au point les plans définitifs du transfert vers l'Est. En prévision de l'opération, l'un des avions avait commencé à remonter du détroit de McMurdo une importante réserve d'essence. Mais cela pouvait attendre un peu pour l'instant. Je gardais avec moi un traîneau et 9 chiens, car on ne peut s'exposer à se retrouver d'un moment à l'autre, sans moyen de transport, en un monde totalement inhabité, mort depuis des millénaires. L'expédition de Lake vers l'inconnu, comme chacun se le rappelle, diffusa ses propres communiqués grâce aux émetteurs à ondes courtes des avions. Ils étaient captés simultanément par notre installation de la base méridionale et par l'Arkham dans le détroit de McMurdo, d'où ils étaient retransmis au monde extérieur sur grandes ondes jusqu'à 50 mètres. Le départ avait eu lieu le 22 janvier, à 4 heures du matin, et le premier message radio que nous reçûmes arriva 2 heures plus tard. Lake y parlait d'atterrir pour entreprendre une fusion de glace à petite échelle et un forage à quelques 300 miles de nous. 6 heures après, un second appel enthousiaste racontait la fiévreuse activité de Castor pour creuser et miner un puits peu profond. L'apogée en était la découverte de fragments d'ardoise portant plusieurs marques assez semblables à celles qui avaient suscité d'abord la perplexité. 3 heures plus tard, un bref communiqué annonçait la reprise du vol malgré un vent âpre et glacial. Et quand j'expédiais un message pour m'opposer à de nouvelles imprudences, Lake répondit sèchement que ces nouveaux spécimens valaient compris tous les risques. Je compris que son exaltation le porterait à la révolte et que je ne pouvais rien pour empêcher qu'un coup de tête mette en péril tout le succès de l'expédition. Mais il était consternant de l'imaginer s'enfonçant de plus en plus dans cette immensité blanche, perfide et funeste, hantée de tempêtes et de mystères insondables qui se déployaient sur plus de 1500 miles jusqu'au littoral mal connu et suspect de la Reine Marie et des terres de Nox.
Puis, au bout d'1 heure et demie environ, vint un message, plus surexcité encore, de l'appareil de Lake en vol, qui me fit changer de sentiment et souhaiter presque d'avoir accompagné l'équipe. « 22h10, en vol. Après tempête de neige, avons aperçu chaîne de montagne la plus haute jamais vue. Peut égaler l'Himalaya, à en juger par la hauteur du plateau. Latitude probable, 76 degrés 15 minutes. Longitude, 113 degrés 10 minutes est. S'étend à perte de vue à droite et à gauche. Peut-être 2 cônes fumants. Tout sommet noir, dépouillé de neige. Grand vent souffle de là-haut, entravant la navigation. » Après cela, Pabodie, les hommes et moi restâmes pendus au récepteur. L'idée du rempart titanesque de cette montagne à 700 miles de nous enflammait notre goût profond de l'aventure. Nous nous réjouissions de que notre expédition, sinon nous-mêmes en personne, en ait fait la découverte. Une demi-heure après, Lake rappela. L'appareil de Moulton a fait un atterrissage forcé sur un plateau des contreforts, mais personne n'est blessé et c'est peut-être réparable. On transférera l'essentiel sur les 3 autres si nécessaire pour le retour ou d'éventuels déplacements, mais nous n'avons plus pour l'instant l'usage d'un avion chargé. Ces montagnes dépassent l'imagination. Je vais partir en reconnaissance avec l'appareil de Carole entièrement déchargé. Vous ne pouvez rien imaginer de pareil. Les plus hauts sommets doivent dépasser 35 miles de pied. L'Everest est battu. Atwood va mesurer l'altitude au théoltolite, tandis que nous volerons, Carole et moi. Et fait erreur sans doute à propos des cônes, car ces formations semblent stratifiées. Peut-être ardoises précambriennes mêlées à leurs strates. Curieux effet de silhouette sur le ciel. Section régulière de cubes accrochés aux cimes. Une merveille dans le rayonnement d'or rouge du soleil bas. Comme un mystérieux pays dans un rêve où la porte d'un monde interdit de prodiges inviolés. Je voudrais que vous soyez ici pour observer tout cela. Et merci beaucoup du follow Kaiva FR et Tintin63 et bienvenue. Bien qu'il fût en principe l'heure du coucher, aucun de nous, toujours à l'écoute, ne songeait à se retirer. Il en était sûrement de même au détroit de McMurdo, où la cache aux réserves et l'Arkham prenaient aussi les messages, car le capitaine Douglas lança un appel pour féliciter tout le monde de l'importante découverte. Et Sherman, le responsable de la réserve, partageait ses sentiments. Nous étions désolés, bien sûr, des dégâts causés à l'avion, mais on espérait qu'il serait aisément remis en état. Puis, à 11h du soir, vint une nouvelle communication de Lake. Survoler avec Carole les contreforts les plus élevés. N'osons pas, en raison du temps, affronter vraiment les grands pics, mais le ferons plus tard. Terrible difficulté pour grimper et se déplacer à cette altitude, mais ça vaut la peine. Grande chaîne d'un seul bloc, d'où impossible de rien voir au-delà. Sommet très étrange, dépassant l'Himalaya. La chaîne semble d'ardoise précambrienne, avec des signes évidents de beaucoup d'autres strates soulevées. Fait erreur sur le volcanisme, s'étend à perte de vue des 2 côtés. Plus traces de neige au-dessus de 20 et 1000 pieds. Plus. Singulière formation sur les pentes des plus hautes montagnes. Grand cube, bas,
aux parois rigoureusement verticales et profils rectangulaires de remparts bas, verticaux, tels les vieux châteaux d'Asie suspendus aux apics dans les peintures de Röhrisch. Impressionnant de loin. Approcher certains, et Carole pense qu'ils sont faits d'éléments distincts, plus petits, mais qu'il s'agit probablement d'érosion. La plupart des arêtes effritées et arrondies, comme s'ils étaient exposés aux tempêtes et aux intempéries depuis des millions d'années. Certaines parties, les plus hautes surtout, paraissaient d'une roche plus claire qu'aucune couche visible sur les versants eux-mêmes, d'où origine cristalline évidente. Vol rapproché a révélé de nombreuses entrées de cavernes, parfois d'un dessin étonnamment régulier, carré ou semi-circulaire. Il faut venir les étudier. Figurez-vous que j'ai vu le rempart jusqu'au faîte d'un pic. Altitude estimée à 30 ou 35 000 pieds. 35 000 pieds, pardon. Suis monté moi-même à 21 500 par un froid mordant, infernal. Le vent siffle et module à travers les défilés, allant et venant dans les cavernes. Mais jusqu'ici, pas de danger en vol. Puis Lake poursuivit, une demi-heure encore, un feu roulant de commentaires, exprimant l'intention de faire à pied l'ascension d'un des pics. Je répondis que je le rejoindrais aussitôt qu'il pourrait envoyer un avion, et qu'avec Pabody nous mettrions au point le meilleur système de ravitaillement en carburant, où et comment concentrer nos réserves en fonction de l'orientation nouvelle des recherches. Évidemment, les forages de Lake et ses activités aéronautiques exigeraient qu'une quantité assez importante soit acheminée jusqu'à la nouvelle base qu'il allait établir au pied des montagnes. Et peut-être le vol vers l'est ne pourrait-il être entrepris cette saison. J'appelai à ce propos le capitaine Douglas, le priant de décharger tout ce qu'il pourrait des bateaux pour le monter sur la barrière avec le seul attelage de chiens que nous avions laissé. Il nous faudra absolument ouvrir à travers la région inconnue une route directe entre Lake et le détroit de McMurdo. Lake m'appela plus tard pour m'annoncer sa décision d'installer le camp à l'endroit de l'atterrissage forcé de Moulton, où les réparations avaient déjà quelque peu progressé. La couche de glace était très mince, laissant voir çà et là le sol noir, et il voulait y opérer certains sondages et minages avant de lancer une ascension ou une sortie en traîneau. Il parlait de l'ineffable majesté de tout le paysage et de l'impression étrange qu'il éprouvait sous ces immenses pics silencieux dont les rangs montaient comme un mur à l'assaut du ciel au bord du monde. Les observations d'Atwood au théodolite avaient évalué la hauteur des 5 pics les plus élevés à 30 ou 34 000 pieds. L'aspect du sol, balayé par le vent, inquiétait manifestement Lake, car il indiquait l'éventualité d'ouragans d'une violence prodigieuse qui dépassait tout ce qu'on connaissait jusqu'alors. Son camp était situé à un peu plus de 5 miles de l'endroit où surgissaient brusquement les plus hauts contreforts. Je surpris presque dans ses propos une note d'angoisse, un éclair par-dessus ce vide glacial de 700 miles, comme s'il nous pressait d'activer les choses pour en finir au plus vite
avec cette nouvelle contrée singulière. Il allait se reposer maintenant, après une journée de travail ininterrompue, d'une célérité, d'un acharnement, et avec des résultats quasi sans précédent. J'eus dans la matinée un entretien à 3 par radio avec Lake et le capitaine Douglas, chacun à sa base, si éloignés des autres. Il fut convenu qu'un des appareils de Lake viendrait à mon camp chercher Pabodie, les 5 hommes et moi-même, avec tout le carburant qu'il pourrait emporter. Pour le reste, le problème étant lié à notre décision quant au voyage vers l'Est, cela pouvait attendre quelques jours. Lake en avait assez fait dans l'immédiat pour le chauffage du camp et les forages. Éventuellement, l'ancienne base méridionale devrait être réapprovisionnée. Mais si nous remettions à plus tard le voyage vers l'Est, nous n'en aurions pas besoin avant l'été suivant, et Lake devrait entre-temps envoyer un appareil explorer une route directe des nouvelles montagnes au détroit de McMurdo. Pabodie et moi, nous préparâmes à fermer notre base pour un temps plus ou moins long, selon le cas. Si nous hivernions dans l'Antarctique, nous volerions sans doute directement du camp de Lake à l'Arkham sans y revenir. Plusieurs de nos tentes coniques étaient déjà étayées par des blocs de neige dure, et nous décidâmes alors d'achever le travail en édifiant un village esquimau permanent. Grâce à de très larges réserves de tentes, Lake disposait de tout ce qui serait nécessaire à son campement, même après notre arrivée. Je le prévins donc par radio que Pabodie et moi serions prêts pour le transfert au nord-ouest, après un jour de travail et une nuit de repos. Nos travaux, cependant, ne furent guère poursuivis après 4 heures de l'après-midi, car Lake nous adressa les messages les plus exaltés et les plus surprenants. Sa journée de travail avait mal commencé. En effet, le survol des roches à nu révélait une absence totale des strates archéennes et primitives qu'il cherchait et qui constituaient une large part des cimes colossales situées à une distance si irritante du camp. La plupart des roches aperçues étaient apparemment de grès jurassiques et comanchiens, des schistes permiens et triasiques, avec ici et là des affleurements noirs et brillants, évoquant un charbon dur et ardoisé. Lake était assez découragé, ses projets étant fondés sur l'exhumation de spécimens de plus de 500 millions d'années. Il lui parut évident que, pour retrouver la couche archéenne où il avait découvert les étranges marques, il devrait faire un long parcours en traîneau, depuis les contreforts jusqu'aux apics des gigantesques montagnes elles-mêmes. Il avait résolu néanmoins de procéder à quelques forages locaux dans le cadre du programme général de l'expédition. Il installa donc la foreuse et mit 5 hommes au travail,
tandis que les autres finiraient d'installer le camp et de réparer l'avion accidenté. La roche la plus tendre, un grès, à un quart de mille environ du camp, avait été choisie pour le premier prélèvement. Et le forêt avançait de façon très satisfaisante, sans trop de minage supplémentaire. Ce fut 3 heures plus tard, à la suite de la première explosion sérieuse, qu'on entendit les éclats de voix de l'équipe et que le jeune Gedney, contremaître par intérim, se précipita au camp pour annoncer la stupéfiante nouvelle. Ils avaient découvert une caverne. Dès le début du forage, le grès avait fait place à une veine de calcaire comanchien, pleine de minuscules fossiles, céphalopodes, coraux, oursins et spirifères, avec parfois des traces d'éponges siliceuses et d'os de vertébrés marins. Ces derniers sans doute de requins et de ganoïdes. C'était assez important en soi, car il s'agissait des premiers vertébrés fossiles que l'expédition ait jamais recueillis. Mais quand, peu après, la tête du forêt passant au travers de la strate déboucha dans le vide, une nouvelle vague d'émotions, plus intense encore, se propagea parmi les fouilleurs. Une explosion assez considérable avait mis au jour le souterrain secret. Et maintenant, par une ouverture irrégulière de peut-être 5 pieds de large et 3 de profondeur, bâillait là, devant les chercheurs avides, une excavation de calcaire superficiel, creusée depuis plus de 50 millions d'années par les eaux d'infiltration d'un monde tropical disparu. La couche, ainsi évidée, ne faisait pas plus de 7 à 8 pieds de profondeur, mais elle s'étendait indéfiniment dans toutes les directions, et il y circulait un air frais qui suggérait son appartenance à un vaste réseau souterrain. Plafond et sol étaient abondamment pourvus de grandes stalactites et stalagmites, dont certaines se rejoignaient en formant des colonnes. Mais plus important que tout était l'énorme dépôt de coquilles et d'os qui, par place, obstruait presque le passage. Charriés depuis les jungles inconnues de fougères arborescentes et de champignons du Mésozoïque, les forêts de cycas, de palmiers éventails et d'angiospermes primitifs du tertiaire, ce pot pourri osseux contenait plus de spécimens du Crétacé, de l'Éocène et de diverses espèces animales que le plus éminent paléontologue n'en pourrait dénombrer ou classer en un an. Mollusques, carapaces de crustacés, poissons, batraciens, reptiles, oiseaux et premiers mammifères, grands et petits, connus et inconnus. Rien d'étonnant si Gedney revint au camp en criant, et si tous les autres lâchèrent leur travail pour se précipiter tête baissée dans le froid mordant, à l'endroit où le grand Derrick ouvrait une porte nouvelle sur les secrets de la terre profonde et les éternités disparues.
Quand Lake eut satisfait le premier élan de sa curiosité, il griffonna un message sur son bloc-notes et fit rappeler en hâte le jeune Moulton au camp pour le diffuser par radio. J'eus ainsi les premières nouvelles de la découverte. L'identification de coquillages primitifs, d'os de ganoïdes et de placodermes, restes de labyrinthodontes, thécodontes, fragments de crâne de grands mosasaures, vertèbres et cuirasses de dinosaures, dents et os d'ailes de ptérodactyles, débris d'Archéoptérix, dents de requins du Miocène, crânes d'oiseaux primitifs, ainsi que crânes, vertèbres et autres ossements de mammifères archaïques, tels que Paléotherium, Xiphodon, Dinocéras, Éohippie, Oréodon et Titanotère. Il n'y avait rien d'aussi récent que le mastodonte, l'éléphant, le chameau, le daim ou le bovin. Lake en conclut donc que les derniers dépôts dataient de l'Oligocène et que la couche creusée était restée dans son état actuel, morte et impénétrable, depuis au moins 30 millions d'années. D'autre part, la prédominance de formes de vie très primitives était extrêmement singulière. Bien que la formation calcaire fût, à en juger par des fossiles incrustés typiques comme des ventriculites, indéniablement et tout à fait comanchienne, sans aucun élément plus ancien, les fragments isolés dans la caverne comportaient une proportion surprenante d'organismes, jusqu'ici considérés comme représentatifs d'époques beaucoup plus reculées, et même des poissons rudimentaires, mollusques et coraux, datant du Silurien et de l'Ordovicien. Conclusion inévitable. Il y avait eu, dans cette partie du monde, une continuité unique et remarquable entre la vie telle qu'elle était 300 millions d'années plus tôt et celle qui datait de 30 millions seulement. À quand remontait cette continuité ? En deçà de l'Oligocène où la caverne avait été fermée, voilà qui défiait toute spéculation. En toute hypothèse, la terrible période glaciaire du Pléistocène, il y a quelques 500 000 ans, autant dire hier comparé à l'âge de la caverne, pouvait avoir mis fin à toutes les formes de vie primitives qui avaient réussi localement à survivre à la durée ordinaire. Loin de s'en tenir à son premier message, Lake avait écrit un autre communiqué qu'il avait fait porter dans la neige jusqu'au camp avant que Moulton ait pu en revenir. Moulton resta ensuite près de la radio dans l'un des avions, me transmettant, ainsi qu'à l'Arkham pour diffusion au monde extérieur, les fréquents post-scriptum que Lake lui fit porter par une succession de messagers. Ceux qui ont suivi les journaux se rappelleront la fièvre suscitée chez les scientifiques par ces communiqués de l'après-midi, qui ont finalement conduit, après tant d'années, à l'organisation de cette expédition Starkweather-Moore, que je tiens si vivement à détourner de ses projets. Je ne puis mieux faire que reproduire textuellement ces messages, tels que Lake les envoya, et que notre radio, MacTig, les transcrivit en sténo. Fowler fait une découverte de la plus haute importance dans les fragments de grès et de calcaire venant des minages.
Plusieurs empreintes triangulaires striées, distinctes, comme celle de l'ardoise archéenne, prouvent que l'origine en a survécu plus de 600 millions d'années, jusqu'à l'époque comanchienne, sans plus de changements que des modifications morphologiques peu importantes et une certaine réduction de la taille moyenne. Les empreintes comanchiennes sont apparemment plus primitives ou décadentes peut-être que les plus anciennes. Souligner dans la presse l'importance de la découverte. Elle sera pour la biologie ce qu'Einstein a été pour les mathématiques et la physique. Rejoins mes travaux précédents et en prolonge les conclusions. Elle paraît indiquer, comme je le soupçonnais, que la Terre a connu un cycle entier ou plusieurs cycles de vie organique, avant celui qui commence avec les cellules archézoïques. Déjà évoluées et spécialisées, voilà 1000 millions d'années, quand la planète était jeune et récemment encore inhabitable pour aucune forme de vie ou structure protoplasmique normale. Reste à savoir quand, où et comment cela s'est produit. Plus tard, en examinant certains fragments de squelettes de grands sauriens terrestres et marins et de mammifères primitifs, découvert de singulières blessures locales ou lésions de la structure osseuse non imputable à aucun prédateur animal carnivore d'aucune époque. De deux sortes. Perforation directe et pénétrante, et incision apparemment tranchante. 1 ou 2 cas d'os à cassure nette. Peu de spécimens concernés. J'envoie chercher au camp des torches électriques. Vais étudier la zone de fouille en profondeur en abattant les stalactites. Et bonne nuit, Sat Spirit et Reloki. Encore plus tard, est découvert un fragment d'une curieuse stéatite de 6 pouces de large et 1,5 d'épaisseur, entièrement différente de toutes les formations locales visibles. Verdâtre, mais sans aucun indice qui permette la datation. Étonnamment lisse et régulière, en forme d'étoile à 5 branches aux pointes brisées, avec des traces d'autres clivages aux angles intérieurs et au centre. Petite dépression polie au milieu de la surface intacte. Suscite beaucoup de curiosité quant à l'origine et l'érosion. Probablement un caprice des effets de l'eau. Carole croit y discerner à la loupe d'autres marques de caractère géologique. Groupe de points minuscules en motifs réguliers. Les chiens s'inquiètent tandis que nous travaillons et semblent détester cette stéatite. Il faut voir si elle a une odeur particulière. D'autres nouvelles quand Mills reviendra avec les lampes et que nous attaquerons la zone souterraine. « 10h15 du soir. Importante découverte. Orendorff et Watkins, travaillant en profondeur à la lumière, ont trouvé à 21h45 fossiles
monstrueux, en forme de tonneau, de nature totalement inconnue, probablement végétal, sinon spécimen géant d'un radiolaire marin inconnu. Tissu évidemment conservé par les sels minéraux. Dur comme du cuir, mais étonnante souplesse par endroits. Marque de cassure aux extrémités et sur les côtés. 6 pieds d'un bout à l'autre. 3 pieds et demi de diamètre au milieu. S'effilant jusqu'à 1 pied à chaque extrémité. Rappelle un tonneau avec 5 arêtes en saillie comme des douves. Séparation latérale comme des tiges assez fines à l'équateur au milieu de ces saillies. Excroissance bizarre dans les sillons entre les arêtes. Crêtes ou ailes qui se replient ou se déplient comme des éventails. Tous très abîmés, sauf un dont l'aile est tendue à presque 7 pieds d'envergure. L'aspect rappelle certains monstres du mythe primitif, spécialement les fabuleux anciens dans le Necronomicon. Ses ailes semblent membraneuses, tendues sur une carcasse de tuyaux glandulaires. Très petits orifices apparents au bout des ailes dans les tubes de la charpente. Extrémité du corps racornie, ne permettant aucun accès à l'intérieur ou à ce qui en aurait été détaché. Il faudra le disséquer quand nous rentrerons au camp. Impossible de décider entre végétal et animal. Beaucoup de signes manifestes d'une nature primitive, presque inconcevable. Mis tout le monde à l'abattage des stalactites et à la recherche de nouveaux spécimens. Trouver d'autres os endommagés, mais ils attendront. Des ennuis avec les chiens. Ils ne supportent pas le nouveau spécimen et le mettraient en pièces si nous ne les tenions à distance. « 23 heures. Attention. D'ailleurs, pas Body Douglas. Événement de la plus haute, je dirais même, transcendante importance. Carcam transmet immédiatement à la station de Kingsport Head. L'étrange objet en forme de tonneau est la créature archéenne qui a laissé les empreintes dans la roche. Mills, Boudreau et Fowler en ont découvert sous terre un lot de 13 autres, à 40 pieds de l'ouverture. Mêlés à des fragments de stéatite curieusement arrondis, plus petits que les précédents, en forme d'étoile mais sans trace de cassure, sauf à certaines pointes. Sur les 13 spécimens organiques, 8 sont apparemment en parfait état, avec tous leurs appendices. Les avons tous remontés à la surface, en tenant les chiens à l'écart. Ils ne peuvent pas les souffrir. Écoutez très attentivement la description et répétez pour plus de sûreté. Il faut que les journaux la reproduisent sans erreur. Merci du follow, Gaphisme, coucou toi. Et merci Kinder Guano aussi. Et bienvenue à vous. Je ferai un résumé un tout petit peu.
L'objet a 8 pieds de long en tout. Le torse en tonneau de 6 pieds à 5 arêtes. Fait 3 pieds et demi de diamètre au centre, 1 pied aux extrémités. Gris foncé, élastique et d'une très grande fermeté. Les ailes membraneuses de 7 pieds, même couleur, trouvées repliées, sortent des sillons entre les arêtes. Armature tubulaire ou glandulaire gris clair, avec orifice au bout des ailes. Déployées, elles ont les bords en dents de scie. Autour de la région centrale, au milieu de chacune des saillies verticales en forme de douve, on trouve 5 organes gris clair, bras ou tentacules flexibles, étroitement repliés contre le torse, mais qui peuvent s'étendre jusqu'à une longueur de 3 pieds. Tels les bras des crinoïdes primitifs. Chaque tige de 3 pouces de diamètre se ramifie au bout de 6 pouces en 5 sous-tiges, chacune se ramifiant au bout de 8 pouces en 5 petits tentacules ou vrilles effilées, ce qui donne pour chaque tige un total de 25 tentacules. Et bonne soirée à Fougère. Et oui, on se tient au courant. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Au sommet du torse, un cou court et bulbeux, gris plus clair, avec des sortes de branchies, porte ce qui semble être une tête jaunâtre, en forme d'étoile de mer à 5 branches, couverte de cils de rue de 3 pouces, des diverses couleurs du prisme. Tête épaisse et gonflée, d'environ 2 pieds d'une pointe à l'autre, avec des tubes flexibles jaunâtres de 3 pouces, sortant au bout de chaque pointe. Au sommet, une fente, juste au centre, probablement un office respiratoire. Au bout de chaque tube, une expansion. Au bout de chaque tube, une expansion sphérique où une membrane jaunâtre se replie sous le doigt, découvrant un globe vitreux d'un rouge iridescent. Un œil, évidemment. 5 tubes rougeâtres, un peu plus longs, partent des angles intérieurs de la tête en étoile et finissent en renflement, comme des sacs de même couleur qui, sous la pression, s'ouvrent sur des orifices en forme de calice de 2 pouces de diamètre, bordés de sortes de dents blanches et aiguës. Tous ces tubes, cils et pointes de la tête en étoile de mer étroitement repliés. Tubes et pointes collées au cou bulbeux et au torse. Surprenante souplesse, en dépit de l'extrême fermeté. Au bas du torse se trouvent des équivalents rudimentaires des dispositifs de la tête, mais aux fonctions différentes. Un pseudo-cou bulbeux, gris clair, sans branchies, porte un organe verdâtre en étoile à 5 branches. Bras durs et musculeux de 4 pieds de long, s'amenuisant de 7 pouces de diamètre à la base jusqu'à 2,5 environ à l'extrémité.
À chaque pointe se rattache le petit côté d'un triangle membraneux verdâtre à 5 nervures de 8 pouces de long et 6 de large au bout. C'est là la pagaie, l'aileron ou le pseudopode qui a laissé les empreintes sur les roches vieilles de 1000 millions à 50 ou 60 millions d'années. Des angles intérieurs du dispositif en étoile sortent des tubes rougeâtres de 2 pieds, s'effilant de 3 pouces de diamètre à la base jusqu'à 1 au bout. Orifices aux extrémités. Tous ces éléments coriaces comme du cuir mais extrêmement flexibles. Des bras de 4 pieds avec des palettes certainement utilisées pour une forme de locomotion marine ou autre. Suggèrent, quand on les déplace, une puissance musculaire démesurée. Tous ces appendices trouvés étroitement repliés sur le pseudo-cou et à l'extrémité du torse, comme ceux de l'autre bout. Je ne puis encore trancher entre le domaine végétal et l'animal, mais les chances maintenant sont en faveur de l'animal. Il représente sans doute une révolution incroyablement poussée de radiolaire, sans avoir perdu certains de ses caractères primitifs. Rapprochement indiscutable avec les échinodermes, malgré des signes locaux contradictoires. La structure des ailes laisse perplexe, étant donné l'habitat probablement marin, mais elle pouvait servir à la navigation. La symétrie est curieusement végétale, évoquant la structure de la plante selon l'axe au bas, plutôt que celle de l'animal dans l'axe avant-arrière. Ancienneté fabuleuse de l'évolution, avant même les protozoaires archéens les plus élémentaires connus jusqu'à présent. Défie toute hypothèse quant à son origine. La symétrie. Amivirus. Les spécimens complets offrent une ressemblance si troublante avec certains êtres du mythe primitif que l'idée de leur existence très ancienne hors de l'Antarctique devient inévitable. D'ailleurs, Epabodi ont lu le Necronomicon et vu les peintures cauchemardesques de Clark Ashton Smith, inspirées du texte. Ils comprendront quand je parle de ces anciens qui passent pour avoir créé toute vie sur Terre par plaisanterie ou par erreur. Les érudits ont toujours pensé que cette idée était née d'interprétations imaginaires morbides de très anciens radiolaires tropicaux et aussi de créatures du folklore préhistorique dont parlait Will Marth, prolongement du culte de Cthulhu, etc. Un vaste champ de recherche est ouvert. Dépôt probable du Crétacé inférieur ou du début de l'Éocène, à en juger par les spécimens qui y sont mêlés. Énormes stalagmites formés au-dessus d'eux. Dur travail pour les dégager, mais leur robustesse a évité les dégâts. État de conservation inespéré,
dû évidemment à l'action du calcaire. Rien trouvé d'autre, mais reprendrons les fouilles plus tard. Il faut maintenant rapporter au camp 14 énormes spécimens sans les chiens qui aboient furieusement et qu'on ne peut laisser approcher. Avec 9 hommes, 3 pour garder les chiens, nous devrions réussir à conduire convenablement les traîneaux, malgré le vent défavorable. Il faut établir la liaison aérienne avec McMurdo et commencer à embarquer le matériel. Mais je veux disséquer un de ces monstres avant de prendre aucun repos. Dommage de n'avoir pas ici de vrai laboratoire. D'ailleurs, devrait-ce bouger les fesses pour avoir voulu empêcher mon voyage vers l'ouest. D'abord, les montagnes les plus hautes du monde. Et puis ceci. Si ce n'est pas le clou de l'expédition, je me demande ce qu'il est. Scientifiquement, c'est la gloire. Compliment, Pabodie, pour la foreuse qui a ouvert la caverne. À présent, Arkham voudrait-il répéter la description ? Nos impressions, à Pabodie et à moi, au reçu de ce rapport, dépassent toute description, et nos compagnons ne furent pas en reste d'enthousiasme. McTeague, qui avait rapidement noté quelques points essentiels à travers le bourdonnement du récepteur, reprit le message complet à partir de la sténographie, dès que l'opérateur de Lake eut terminé l'émission. Tous comprenaient la portée sensationnelle de la découverte, et j'adressai nos félicitations à Lake aussitôt que l'opérateur de l'Arkham eut répété les passages descriptifs, comme on le lui avait demandé. Mon exemple fut suivi par Sherman, de sa station à la réserve secrète du détroit de McMurdo, aussi bien que par le capitaine Douglas de l'Arkham. Plus tard, j'ajoutai, en tant que chef de l'expédition, quelques commentaires qui devaient être transmis par l'Arkham au monde extérieur. Naturellement, il n'était pas question de repos dans une pareille exaltation. Et mon seul désir était de rejoindre le plus vite possible le camp de Lake. Je fus déçu quand il me fit dire qu'un fort coup de vent venant de la montagne rendait, pour l'instant, tout transport aérien impossible. Mais 1h30 plus tard, la déception fit place à un nouvel intérêt. De nouveaux messages de Lake annonçaient le transport réussi des 14 grands spécimens jusqu'au camp. L'effort avait été rude, car ils étaient étonnamment pesants. Mais 9 hommes s'en étaient très bien tirés. À présent, une partie de l'équipe édifiait à la hâte un corral de neige à bonne distance de la base, où l'on mènerait les chiens pour les nourrir plus commodamment. On avait déposé les spécimens sur la neige dure près du camp, sauf un, dont Lake essayait, tant bien que mal, la dissection. La tâche se révéla plus laborieuse qu'on ne s'y attendait. Car malgré la chaleur du poêle à essence dans la tente laboratoire récemment dressée, les tissus souples en apparence du sujet choisi, intacts et vigoureux, n'avaient rien perdu de leur dureté coriace. Lake
ne savait comment pratiquer les incisions nécessaires sans une brutalité qui risquait de détruire les finesses de structure qu'il cherchait à étudier. Il avait encore, c'est vrai, 7 autres spécimens en parfait état, mais ils étaient trop rares pour qu'on en use à la légère, à moins que la caverne ne pût, par la suite, en fournir indéfiniment. Il renonça donc à celui-ci et en fit apporter un autre qui, bien que pourvu aux 2 extrémités des dispositifs en étoile, était gravement endommagé et partiellement éclaté le long d'un des grands sillons du torse. Les résultats, rapidement communiqués par radio, furent déconcertants et tout à fait passionnants. Pas question de délicatesse ou de précision avec les instruments tout juste bons à entamer le tissu inhabituel, mais le peu qui fut obtenu nous laissa tous stupéfaits et perplexes. Il allait falloir remettre à jour entièrement la biologie actuelle, car ce monstre n'était le produit d'aucun développement cellulaire scientifiquement connu. Il y avait eu à peine quelques cristallisations, et en dépit de leur âge, peut-être 40 millions d'années, les organes internes étaient absolument intacts. Le caractère coriace, inaltérable et presque indestructible, était inhérent à ce type d'organisme et se rattachait à certains cycles paléogènes de l'évolution des invertébrés, totalement inaccessibles à nos capacités spéculatives. Au début, tout ce que Lake découvrit était sec, mais à mesure que la tente chauffée produisait son effet amollissant, un suintement d'origine organique, dégageant une odeur forte et repoussante, apparut dans la partie indemne de l'objet. Ce n'était pas du sang, mais un liquide épais, vert foncé, qui apparemment en tenait lieu. Lake en était là de son travail, lorsque les 37 chiens avaient été conduits au corral encore inachevé. Et même à cette distance, des aboiements sauvages et des signes de nervosité répondirent aux émanations âpres et envahissantes. Loin d'aider à situer l'étrange entité, cette dissection préliminaire ne fit qu'approfondir son mystère. Toutes les conjonctures quant aux parties externes avaient été justes et, à les en croire, on ne pouvait guère hésiter à la dire animale. Mais l'observation interne fit apparaître tant de caractéristiques végétales que Lake nageait complètement. Il y avait digestion, circulation et élimination des déchets par les tubes rougeâtres de la partie inférieure en étoile. Il semblait à première vue que le système respiratoire utilisât l'oxygène plutôt que le dioxyde de carbone. On découvrait des signes évidents de réserve d'air et de curieux procédés pour déplacer la respiration de l'orifice externe jusqu'à au moins 2 organes respiratoires entièrement développés, branchies et pores. Manifestement, cet être était amphibie et sans doute adapté aussi
aux longues hibernations à l'abri de l'air. Des organes vocaux semblaient exister en liaison avec l'appareil respiratoire, mais ils présentaient des anomalies inexplicables pour l'instant. Le langage articulé, au sens de prononciation de syllabes, paraissait difficilement concevable. Mais on pouvait imaginer des sons flûtés, couvrant une gamme étendue. Quant au système musculaire, il était prodigieusement développé. Lake resta confondu par la complexité et l'extrême évolution du système nerveux. Étonnamment primitif et archaïque à certains égards, le monstre possédait un jeu de centres ganglionnaires et de connexions témoignant du dernier degré de spécialisation. Son cerveau à 5 lobes était impressionnant. On constatait la présence d'un équipement sensoriel, constitué en partie par les cils de rue de la tête, impliquant des facteurs étrangers à tout autre organisme terrestre. Il avait sans doute plus de 5 sens, de sorte que son comportement ne pouvait être déduit par analogie avec rien de connu. Cette créature avait dû être, se dit Lake, d'une sensibilité aiguë, aux fonctions subtilement différenciées dans son monde primitif, très proche des abeilles et des fourmis d'aujourd'hui. Elle se reproduisait comme les plantes cryptogames, notamment les ptéridophytes. Elle avait des sporanges au bout des ailes et était certainement produite par un thale ou un protale. Lui donner un nom à ce stade aurait été pure folie. Cela ressemblait à un radiolaire, tout en étant évidemment bien davantage. C'était partiellement végétal, tout en possédant aux 3/4 l'essentiel de la structure animale. Que cela fût d'origine marine, sa configuration symétrique et certaines autres particularités l'indiquaient clairement. Encore qu'on ne pût préciser au juste la limite de ses toutes dernières adaptations. Les ailes, après tout, maintenaient l'évocation persistante d'une vie aérienne. Comment un tel être avait-il pu poursuivre son évolution prodigieusement complexe sur une terre nouveau-née, assez tôt pour laisser son empreinte sur des roches archéennes? C'était trop inconcevable pour ne pas rappeler à Lake, bizarrement, les mythes primitifs des grands anciens qui descendirent des étoiles pour inventer la vie sur Terre, par plaisanterie ou par erreur, et les contes extravagants des êtres cosmiques des collines d'ailleurs, que racontait un collègue folkloriste du département anglais de Miskatonic.
Il envisageait, bien sûr, la possibilité que les empreintes précambriennes aient été laissées par un ancêtre moins évolué que nos spécimens. Mais il écartait vite cette théorie trop simple, en considérant les qualités structurelles supérieures des fossiles plus anciens. Peut-être les dernières formes indiquaient-elles une décadence plutôt qu'un progrès de l'évolution. La taille des pseudopodes avait diminué et la morphologie dans son ensemble paraissait plus grossière et simplifiée. Du reste, les nerfs et les organes qu'il venait d'examiner évoquaient singulièrement des régressions de formes encore plus élaborées. Les parties rudimentaires et atrophiées étaient étonnamment fréquentes. Somme toute, on n'avait guère avancé, et Lake se rabattit sur la mythologie pour une appellation provisoire, en surnommant plaisamment ses trouvailles les anciens. Vers 2h30 du matin, ayant décidé de remettre à plus tard son travail pour prendre un peu de repos, il couvrit d'une bâche le sujet disséqué, quitta la tente laboratoire et considéra les spécimens intacts avec un nouvel intérêt. Le soleil perpétuel de l'Antarctique avait commencé à assouplir un peu leurs tissus, de sorte que les pointes de la tête et les tubes de 2 ou 3 semblaient prêts à se déployer. Il n'y avait pas lieu, pensa-t-il, de craindre pour l'instant la décomposition, la température restant presque au-dessus de 0. Il rapprocha néanmoins les uns des autres les sujets non disséqués et jeta dessus une toile de tente pour leur éviter les rayons solaires directs. Cela pourrait contribuer aussi à empêcher leur odeur d'alerter les chiens, dont l'agitation hostile devenait un vrai problème, même à la grande distance où ils étaient tenus, derrière les murs de neige de plus en plus hauts qu'une équipe renforcée dressait en hâte autour de leur quartier. Il dut charger de lourds blocs de neige les coins de la toile pour la maintenir en place malgré le vent qui se levait, car les montagnes titanesques semblaient sur le point de déchaîner quelques redoutables rafales. Les premières craintes quant aux brusques coups de vent antarctiques se ravivaient et, sous la surveillance d'Atwood, les précautions furent prises pour établir autour des tentes, du nouveau corral des chiens et des hangars rudimentaires d'avions, des remblais de neige du côté de la montagne. Ces hangars, commencés avec des blocs de neige durs à leur moment perdu, étaient loin d'être assez hauts. Et Lake finit par suspendre toutes les autres tâches pour mettre les hommes à ce travail. Il était 4 heures passées quand Lake se prépara enfin à terminer l'émission et nous invita tous à partager le repos qu'allait prendre son équipe quand les murs du hangar seraient un peu plus hauts. Il eut avec Pabody un échange amical sur les ondes et lui redit ses éloges pour les foreurs vraiment sensationnelles qui avaient aidé à sa découverte. Atwood, lui aussi, envoyait saluts et compliments. J'adressai à Lake mes félicitations chaleureuses, reconnaissant qu'il avait eu raison à propos du voyage vers l'ouest. Et nous décidâmes de reprendre contact par radio à 10h du matin. Si le vent était tombé, Lake enverrait un appareil chercher l'équipe à ma base. Juste avant de me retirer, je lançai un dernier appel à l'Arkham
avec instruction d'atténuer les nouvelles du jour à l'intention de l'extérieur, car les détails au complet semblaient assez renversants pour susciter une vague d'incrédulité, tant qu'on ne les aurait pas justifiés par des preuves.